Un traité signé en 1915 a autorisé l'Italie à accroître ses ambitions dans cette région de la Corne de l'Afrique. Et son appétit n'a cessé de grandir dans les décennies qui ont suivi. Cet appétit, Mussolini va vouloir le satisfaire avec son projet de l'Africa Orientale Italiana. Pour parachever ce rêve d'empire colonial, le Duce, qui détient déjà la Libye, doit se saisir de l'Éthiopie et chasser de son palais le Négus, roi des rois et lion conquérant de la tribu de Juda, Haïlé Sélassié, et venger dans le même temps l'humiliation d'Adoua. Le Négus se prépare à faire face avec le soutien d'officiers qui lui restent fidèles. En 1935, les troupes italiennes attaquent l'Éthiopie, pays libre et membre de la Société des Nations. Nous suivions jour après jour les événements d'Éthiopie. Pouvait-on être un homme de couleur et être insensible à la montée du racisme et au développement de l'impérialisme? Nous étions en face d'une Europe insolente, arrogante, conquérante, une force d'écrasement extraordinaire. Al popolo italiano e al mondo che la pace è l'instabilità. E io aggiunga che si tratta della nostra pace, della pace romana, che vi esprime in questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizione. L'Éthiopie est italiana. Mussolini peut bien clamer que l'Éthiopie est italienne, politiquement il n'en est rien. Le vrai pouvoir est ailleurs, incarné par la frêle silhouette du Négus exilé. Le discours que vous allez entendre va être prononcé en langue amharique. Une traduction française et une traduction anglaise en seront données simultanément par dispositif téléphonique. Monsieur le Président, Haïlé Sélassié oppose son calme et sa dignité au sifflet des fascistes. Les Italiens sont les seuls à le huer, les seuls à vouloir l'empêcher de parler. Il parlera. Il a dit, si vous ne donnez pas justice à l'Éthiopie, l'allumette qui vient d'être déclenchée sur l'Éthiopie après la bataille de Macho, mai 1936, ne va pas s'arrêter avant de brûler le monde entier. Que va représenter pour les Africains la nouvelle guerre mondiale qui se déclenche? Une guerre de blancs qui ne les regarde en rien mais va se dérouler en partie sur leur sol. Une guerre qui les verra participer à de nombreux combats et leur donnera le sentiment justifié d'avoir joué un rôle important dans son dénouement. Une guerre, enfin et surtout, qui les mettra face à face, camp contre camp, dans un affrontement meurtrier. Mai 1940, les troupes d'Hitler envahissent la France qui capitule. Auch hier wieder die Kulturträger der Grande Nation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Des propos déjà entendus lors de l'occupation de la Ruhr en 1923, quand la propagande allemande se déchaînait contre la honte noire de l'armée française. La défaite de la France. Comment va-t-on réagir à ce séisme dans ces colonies d'Afrique? Comment va-t-on accueillir la politique de collaboration du maréchal Pétain? Maréchal Pétain. Maréchal Pétain. Connais pas Maréchal Pétain? Non, connais pas. Grand chef, commande Afrique tout. Commande tout. Maréchal Pétain. Commande papa, moi, maman, moi. Oui, Maréchal Pétain, commande lieutenant, adjudant, capral, tout.
Bon, commande papa moi, maman moi, commande moi. Curriculum. Et le chef de la France. Compris maintenant? Chef de la France? Oui, compris. Gouverneur du Tchad, le Guyanais Félix Éboué se rallie à la France libre dès le mois d'août. Ce geste décisif va faire basculer dans les semaines qui suivent la totalité des pays de l'Afrique équatoriale et le Cameroun. Nommé gouverneur général de l'AEF par De Gaulle, Félix Éboué est le premier noir, et qui plus est descendant d'esclaves, à accéder au poste le plus élevé de l'administration coloniale. Jamais les colonies françaises n'avaient eu à jouer un rôle de cette importance. Elles sont, écrit le général de Gaulle, le creuset de la France libre et le point de départ d'une reconquête française de l'Europe. Mais dans l'immédiat, leurs soldats, engagés volontaires ou recrutés de force, se retrouvent opposés des deux côtés de la fracture française. Ainsi, une partie de la force noire demeure sous la coupe de l'État français, c'est-à-dire du maréchal Pétain et des gouverneurs généraux qui lui sont restés fidèles. Ces hommes seront amenés à combattre leurs frères ralliés à De Gaulle, notamment ceux qui débarquent au Liban en 1941 et se lancent avec le soutien des Britanniques à la reconquête de Damas. Si les Alliés peuvent avancer sur tous les fronts à la fois, en Europe, en Asie et en Afrique, c'est qu'ils ont accès en toute sécurité à des matières premières que la guerre a rendues inexploitables chez eux, mais qui abondent en Afrique, où ils développent les transports nécessaires pour les acheminer. Dans les colonies françaises, coupées en deux, la ponction économique est sans précédent, aussi bien en Afrique équatoriale qu'en Afrique occidentale, où les vichistes entreprennent la construction d'une ligne Méditerranée-Niger qui restera inachevée. La bataille en Afrique orientale illustre l'intensité de l'affrontement entre troupes noires. Les Italiens ont recruté des Somaliens colonisés et des Éthiopiens hostiles au Négus. Et ces soldats vont être littéralement pris en tenaille par les Britanniques et leurs recrues sud-africaines, rhodésiennes, kenyanes et nigérianes. I remember in King's College, Lagos, there were activities there among the secondary school politicized individuals, which were geared towards the termination of colonial imposition on the West African colonies. And not only were they arrested, some of them were shipped off to the war, just as a kind of punishment. And it affected the relationship between the nationalist leaders and the colonial powers, because the nationalists were questioning, is this our war? What is our business with this war going on between some European nations who competed not only in despoiling the colonies of human material for centuries during the slave trade, but had continued to appropriate the resources of those colonies for their own purposes. And so they were asking the question, what is our business with the war? And so you had different attitudes. On the other hand, of course, there were those leaders who also saw, who understood, or at least thought they understood, the bigger issues and the necessity to defeat the forces of Nazism. La victoire des Britanniques et de leurs soldats noirs permet le retour dans son pays du Négus exilé à Londres depuis 5 ans. Le roi des rois reprend possession de sa capitale, Addis Abeba, et redonne confiance par son exemple à tout un peuple, et même au-delà. People
who sees this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage, and a just cause, David will still beat Goliath. Un an plus tard, les Britanniques, avec les mêmes soldats noirs issus de leur colonie, débarquent à Madagascar. Pour y affronter et pour y vaincre, les forces françaises restaient fidèles à Vichy. Ce n'est pas vraiment cette présence anglaise qui a laissé plus de traces à Madagascar, mais la confrontation entre les tirailleurs français, que les Malgaches appelaient les Sénégalais, et les tirailleurs anglais, qui étaient les Zoulous. Et c'était quelque chose d'assez choquant pour la population malgache de voir des Blancs, en fait, des Anglais et des Français, faire se battre des Noirs. Et de se dire que les Blancs, ils mènent leur guerre à travers les Noirs. Enlève-moi toutes les affiches de Pétain. Colle celle-ci à la place. C'est lui, le nouveau chef de la France. Un général de brigade. 1942. L'Afrique occidentale française entre dans la guerre après son ralliement à la France libre. Un ralliement d'importance pour les troupes coloniales. Ils mettent un terme à leurs affrontements des deux côtés de la fracture française. Sergent. Oui. C'est quoi ça? C'est lui, De Gaulle. Le général de brigade. 2 étoiles. C'est le nouveau chef de la France. Lui, 2 étoiles. Oui. Maréchal, combien d'étoiles? 7 étoiles. Et lui commande la France maintenant? Oui. Brazzaville est devenue depuis 4 ans la capitale de la France libre. Charles de Gaulle y rend hommage en janvier 1944 à la participation des Africains à la lutte contre le nazisme. De Gaulle est par ailleurs conscient que ces mêmes Africains ont connu durant la guerre une fraternité des armes qui les a conduits à une réflexion politique plus avancée et qu'il faudra en tenir compte. Ce qui m'a frappé, moi en tout cas, c'était vraiment que les résolutions de Brazzaville aient été prises dans une conférence où il n'y avait aucun représentant délégué par les Africains. S'il y avait des hommes de couleur comme Eboué, ils étaient en tant que fonctionnaires, en tant que responsables de l'État français. Il n'y avait aucun représentant d'un groupe social ou d'un groupe intellectuel ou des Africains. C'était une conférence pour les Africains, sans les Africains. Porté par le serment que leur avait fait à Koufra, en Libye, le colonel Leclerc, le serment d'aller avec elle jusqu'à Strasbourg, les troupes françaises noires débarquent en Italie. Puis en Normandie avec la 2e division blindée, et enfin en Provence avec les Alliés. Les troupes noires qui avaient été sur tous les fronts, à partir de 1944, on les a dégagées de certaines zones au nom du blanchiment des troupes. Parce qu'on ne souhaitait pas que les troupes noires puissent jouer de grands rôles dans des actes de libération de la France. On voulait bien indiquer que c'est les Français qui ont libéré la France, mais sans les troupes noires. Cela a été vécu comme une espèce de frustration. Donc, certains sont retournés vraiment l'amertume au cœur. Un drame s'est déroulé à Thiaroye en décembre 1944, parce que des promesses avaient été faites aux anciens combattants. Ils devaient recevoir des pécules en France. On leur a dit d'aller à Thiaroye et qu'ils les recevraient à Thiaroye. À Thiaroye, ça a été du dilatoire. On négociait, le montant à donner. Vous ne méritez pas ça. Vous n'avez pas pu justifier le temps que vous avez passé au front. Donc, avec beaucoup d'humiliation. Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, aux pécules, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Et nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a 2 France, la métropole et la coloniale? Et ce qui devait arriver ou ce qui ne devait pas arriver est arrivé, parce que
un général à l'époque, Dagnan, est venu vers le 26 novembre 1944 à Thiaroye essayer de négocier avec les anciens combattants qui ne voulaient pas quitter Thiaroye, qui ne voulaient pas rejoindre leur territoire avant d'avoir perçu leurs émoluments et leurs droits. Ça a mal tourné. Le général Dayan, qui était le commandant des troupes à Dakar, a été pris en otage. Nous souffrons beaucoup la guerre. Camp concentration. Nous mangeons. Catéfoule. Hein? Est-ce que tu comprends mon français? Tu ne comprends pas. Nous vivons beaucoup catastrophes suives. Alors, tu comprends mon français? La guerre. Hein? Nous vivons beaucoup de cadavres. Ici, tous hommes. Toi, homme. Moi, homme. Lui, homme. Alors, tu comprends rien? Le général leur promet, sur son honneur de soldat, que, bon, s'ils le libèrent, ils seront payés, ils le libèrent, en quoi ils ont été bien naïfs d'ailleurs, et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, Thiaroye devient un lieu symbolique de la contestation anticoloniale. La poésie s'en empare. Il y a un poème très beau de Senghor, ô tirailleur noir couché dans la glace et dans le sang, est-il vrai que la France n'est plus la France? Est-il vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage, etc. Sur la longue période qui s'achève, l'Empire du silence aura finalement réussi à faire entendre sa voix. Encore faible, mais de plus en plus affirmée. Il lui aura fallu pour cela surmonter de multiples traumatismes. Au crépuscule de l'homme blanc qui se précise, va répondre l'ouragan africain. De nombreux libérateurs, parmi lesquels les figures charismatiques de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba ou de Nelson Mandela, vont conquérir de hautes luttes et souvent au prix de leur vie, l'émancipation à laquelle rêvaient depuis plus d'un demi-siècle les Africains.